BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans le RH avec le nouveau secrétaire général de Force ouvrière depuis 1 mois et demi, Pascal Pavageau. Pascal Pavageau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, il se passe beaucoup de choses. Oui. On va parler évidemment de tout le débat autour des prestations sociales. Emmanuel Macron doit prononcer un grand discours à la mutualité française, ça sera après-demain, ou peut-être qu'il va rééquilibrer ses deux jambes. En tous les cas, j'imagine que vous avez aussi entendu l'appel des économistes, des 3 économistes qui ont fait son programme économique et social et qui lui demandent de rééquilibrer peut-être sa présidence. On va y revenir. D'abord, peut-être une question. Est-ce que vous soutenez le mouvement des jeunes agriculteurs et la FNSEA, surtout, qui bloquent les raffineries de chez Total, ce conflit autour de l'huile de palme et de la raffinerie de la Med? Est-ce que vous le soutenez? Parce que ce sont des syndicalistes aussi, même si c'est agricole. Bien sûr, ils défendent une filière. Oui, sur le principe, FO n'appelle pas, puisque FO là-dessus n'est pas représenté, mais en l'occurrence, on comprend leur mouvement. C'est-à-dire qu'on leur a demandé depuis des années de l'innovation, de la montée en gamme, notamment avec l'huile de colza en France, ce qu'ils font. Et là, sans les concerter, comme d'habitude, encore un problème de méthode, le gouvernement décide d'autoriser une multinationale, une grande entreprise française, à travailler dans une logique finalement de concurrence déloyale, avec de l'huile de palme qui est importée d'Asie, mais à la limite, peu importe l'endroit. Donc on se retrouve dans une situation où... Et qui arrive quand même 20 à 30% moins cher. Oui, mais dans ces cas-là, si on crée une filière française, on sait très bien qu'au démarrage de la filière, il y a un investissement à avoir. Mais c'est un choix politique. Et on leur a demandé, ils y ont répondu. En tous les cas, des éléments, dont on dispose, il nous semble qu'ils y ont répondu. Et puis, on construit pour l'avenir. Donc moi, je comprends parfaitement leur désarroi, leur colère. Et puis, le fait qu'ils expliquent qu'on est en train finalement de nous casser les reins au moment où on est en train de se mettre au démarrage de la filière. On nous casse les reins en important, sans nous prévenir et sans concerter au préalable vis-à-vis de l'extérieur, certes peut-être pour payer un peu moins cher, mais sauf qu'au bout du bout, c'est l'ensemble de la filière qui sera dégradée et c'est l'ensemble, y compris de l'indépendance française par rapport à cette nouvelle production, ces nouvelles énergies qui va en pâtir durablement. Donc c'est un mauvais choix gouvernemental, tant sur la méthode que sur le fond. Donc sur le principe, nous on comprend tout à fait leur mobilisation. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, a déjà indiqué ce matin qu'il reviendrait pas, le gouvernement ne reviendrait pas sur cette décision. En vous écoutant, Pascal Pavageau, on voit bien qu'en creux, c'est un peu la méthode du gouvernement. Exactement. Et d'Emmanuel Macron que vous dénoncez, notamment un peu sur tous les dossiers, la SNCF, les prestations sociales. Je pense donc tu suis. Oui. Je décide tout seul, pas de concertation préalable, nonobstant en l'occurrence par exemple le fait qu'il y a d'autres solutions, il y a des choix, il y a des contre-propositions qui peuvent émaner, tant des professionnels que des organisations syndicales concernées par le sujet, mais non, ça a été décidé et j'avance tout seul comme un bulldozer et je m'occupe pas des avis des uns des autres, y compris de ceux qui savent et de ceux qui font des efforts, souvent, justement pour s'adapter. Mais vous voyez, je sais pas si vous avez vu ce baromètre EY qui est un peu le baromètre de l'attractivité, qui est un peu le point de repère annuel en France, à propos des investissements étrangers en France. Et ils disent, c'est sûr que l'image d'Emmanuel Macron a fait quand même bouger les choses. La France est presque au niveau de la Grande-Bretagne, l'Allemagne en termes d'attractivité, mais le coût du travail reste toujours un frein. Et selon leurs calculs, ils disent que le projet d'investissement initié par une entreprise étrangère en France crée 25 emplois seulement contre 53 emplois en moyenne en France. Est-ce que ça veut dire qu'on a un coût du travail qui reste trop élevé en France et qui est un frein à la création d'emplois? Non, parce qu'on a des études qui, dans l'autre sens, montrent depuis bien longtemps. Souvenez-vous, quand Toyota choisit la France, à l'époque, M. Macron n'y est pour rien. En politique, il n'est pas né à ce moment-là. Donc, en l'occurrence, le coût du travail, il était à peu près le même avec nos prestations sociales, avec nos services publics, avec nos cotisations. Ça n'a pas empêché un certain nombre de multinationales de décider soit de s'investir ou d'investir et de produire en France, mais ça fait partie du système. Oui, nous défendons un certain nombre d'aides publiques dès lors qu'elles sont conditionnées à la création d'emplois, à l'innovation, à la nouvelle technologie. Donc de ce point de vue-là, ça fait partie aussi du modèle républicain que d'avoir une sorte de solidarité nationale, d'investir collectivement, d'investir sur le plan de l'aide publique pour pouvoir permettre de la création d'emplois, de l'innovation ou du maintien en France. Quant à la question du coût de travail, on sait très bien que comparativement, en termes de coût du travail, si on compare
voir la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on enlève la question des prestations sociales qui ne sont pas la même, des cotisations sociales qui ne sont pas la même d'un pays à l'autre, en général, les salariés français sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients, c'est notamment le cas par exemple dans l'industrie, que leurs voisins européens. Et puis en plus, ensuite, dernière chose, la qualité, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût lié à la qualification, lié aux compétences et au parcours et aux formations des salariés qui font ces produits-là. Et ça fait une grande partie de l'attractivité française. Alors après, Monsieur Macron pense peut-être que simplement sa communication internationale fait que les investisseurs viendraient en France. Moi, je crois surtout que c'est la force de celles et ceux qui y travaillent, c'est-à-dire de l'ensemble des salariés. C'est les deux peut-être, parce qu'on a bien vu qu'il a boosté. Vous êtes d'accord qu'il a boosté quand même? Regardons la question de l'attractivité de l'investissement sur les 20 dernières années. Et on verra si véritablement il y a eu tant de changements. On voit bien qu'il y a quand même une perception différente de la France avec Emmanuel Macron. Le premier que vous connaissez bien au demeurant. Si le premier des ambassadeurs, j'allais dire, de l'emploi en France, de l'innovation, de l'industrie, des services français, c'est le président de la République quand il va à l'étranger, c'est très bien. Et je pense que c'est une des fonctions, un des rôles du président de la République, quel qu'il soit. Ses prédécesseurs l'ont fait, il le fait. Et de ce point de vue-là, tant mieux, c'est très bien. Je le disais en introduction, il va prononcer un grand discours, mercredi en tout cas, un discours attendu à l'occasion du congrès de la Mutualité française. On a le sentiment qu'il va parler de problèmes de santé, de reste à charge, mais a priori, il y aura aussi peut-être un rééquilibrage de sa politique. Il y a beaucoup d'un débat, pour pas dire un cafouillage, autour des prestations sociales. Peut-être avez-vous été rassuré par les propos d'Agnès Buzyn hier, la ministre de la Santé, on va y revenir. Est-ce que vous attendez effectivement ce rééquilibrage ? Oui, ça fait longtemps qu'on l'attend parce que le candidat à la présidentielle qui a été élu président de la République nous avait expliqué dans le cadre de la campagne qu'il avancerait sur 2 pieds. Un pied flexibilité des réglementations et un pied sécurité. Alors le pied flexibilité, on l'a bien compris, il est majeur. Par contre, le pied sécurisation, sécurité pour les salariés, ça on l'attend toujours. Donc le rééquilibrage à tout le monde, il est plus que nécessaire. Oui, ça on pourrait en reparler. Mais en l'occurrence, j'appelle pas ça des éléments d'ordre de sécurité. Donc ça, on l'attend toujours. Donc qu'est-ce que dira le président de la République au congrès La Mutualité mercredi moi, je n'en sais strictement rien. Donc mais je sais que vous avez des contacts à l'Élysée, vous avez vu Agnès Buzyn, vous allez la voir. Oui, mais pour l'instant, là-dessus, moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout, nous n'avons pas d'éléments sur ce que va annoncer ou dévoiler le président de la République mercredi. Par contre, sur la question des aides sociales, ça fait quand même quelques temps qu'on a des ballons sondes qui sont envoyés par Bruno Le Maire, par Monsieur Darmanin. Ça fait un peu, on va dire, c'est les flics méchants. Il n'est pas question de font toucher. Des annonces et voilà Madame Buzyn qui arrive en flic gentil en disant non, mais il n'est pas question d'y toucher. Mais ça dépend d'elle, on verra. Déjà, on verra. Ministre de la Solidarité. On verra bien mercredi s'il y a un certain nombre d'éléments. Par contre, il ne faut pas se tromper. Premièrement, encore une fois, en termes de méthode. On aimerait bien qu'avant que les annonces soient faites, surtout si elles sont fermes et définitives, et que le gouvernement n'y reviendra pas, il y ait eu un minimum de concertation ou de dialogue et d'échange. Ça y est, vous avez été reçu, Laurent Berger a été reçu. Et on a été reçu où? Vous n'avez pas été reçu à l'Élysée? On a des échanges avec les conseillers, mais on n'a jamais parlé de la question des aides sociales. Avec le président. La question des aides sociales n'a jamais été abordée avec nos confédérations, enfin en tous les cas pas avec Force Ouvrière et à ma connaissance, avec personne. Donc s'il y a un effet d'annonce mercredi ou la semaine prochaine, peu importe, la première chose que je demande, c'est que nous en parlions. Nous en parlions au préalable pour savoir vers quoi le gouvernement veut aller. Est-ce que c'est une remise en cause d'une partie ou de toutes, ou d'un rééquilibrage complet, ou d'une logique de mutualisation de l'ensemble des aides, comme on l'entend ici ou là? C'est une vraie question. Parce que si on change totalement les mécanismes, les assiettes et les critères d'attribution, il y a... On va aller vers ça, a priori, non? On peut imaginer. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que personne n'en sait rien. On nous dit, la seule déclaration qu'on a entendue ce week-end, c'est de nous dire qu'on ne touchera pas aux aides sociales pour les plus pauvres. Sur le dos des pauvres. Déjà, c'est quoi les plus pauvres, premièrement? Il y a les pauvres et il y a les plus pauvres et il y a les moins pauvres. Bon, c'est bien ce qu'étaient les riches dans le... Et deuxièmement, les aides sociales, elles sont notamment là avec une logique de digue, de clapet, pour protéger notamment ce qu'on va appeler classe moyenne, de sombrer à un moment donné dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté. Vous êtes d'accord que la prime d'activité... On est d'accord de toucher... On est d'accord
d'accord pour avoir une évaluation des besoins. Quels sont aujourd'hui les besoins en matière de pauvreté, Ce qui pousse au paupérisation. retour à l'emploi aussi. Mais évidemment, mais on est entièrement d'accord pour qu'il y ait un diagnostic. On n'arrête pas de le demander depuis 2007. Donc franchement, on ne va pas nous accuser de faire notre demande de diagnostic ces derniers temps. Ça fait 10 ans qu'on le demande. Donc qu'on ait d'abord ce diagnostic sur l'évaluation du besoin public en matière d'aide sociale, en matière d'aide publique. Et que sur cette base-là, il puisse y avoir des choix politiques qui soient faits, mais sur la base d'un diagnostic qui ait été mené avec celles et ceux qui soit gèrent, soit connaissent le sujet, c'est-à-dire notamment les organisations syndicales. Je crains que nous ayons des décisions qui soient prises de façon, encore une fois, unilatéralement par le gouvernement, sans que nous ayons la phase ni de concertation, ni d'évaluation préalable. Mais vous connaissez bien Pascal Pauvageau, vous savez bien que Emmanuel Macron, il a dit, c'est le gouvernement et le président qui insufflent les réformes. Enfin, en tous les cas, c'est ça sa méthode. Oui. Et puis après, vous discutez, si j'ose dire. Oui, mais nous, on pas d'accord. Non, c'est pas ça. Alors là-dessus, vous savez, nous, à Force ouvrière, on a toujours considéré qu'on n'était pas les garants de l'intérêt général. On ne veut pas gérer à la place du Parlement ou de l'exécutif, le sujet n'est pas là. Par contre, dans notre démocratie, le rôle des contrepoids, à commencer par les contrepoids et des propositions que font les organisations syndicales ou ce qu'elles arrivent à construire avec les organisations patronales dans le cadre d'une négociation interprofessionnelle. Ça fait partie, ça concourt à notre démocratie sociale et ça a permis des résultats exceptionnels en France depuis des décennies. C'est pas exceptionnel, on voit bien qu'on est dans une situation quand même... 93% de travailleurs couverts par une convention collective ou par un statut record du monde. Oui, mais avoir un taux de chômage de 10% exceptionnel. Ou plus de 10%, vous êtes d'accord que c'est pas... le taux de chômage, il n'est pas lié, aux négociations collectives. Le taux de chômage, il est lié à un contexte économique. Non, mais pas uniquement, c'est qu'il y a des freins. Mais absolument pas. Il y a des freins d'embauche, il y a des freins au licenciement. Ça, c'est l'affirmation idéologique ultralibérale qui, d'ailleurs, n'est absolument pas démontrée et dont l'inverse, l'investissement dont on parlait tout à l'heure, démontre bien que si c'était un si grand problème que ça, aucune entreprise ne viendrait investir en France et les entreprises françaises se barreraient à toute vitesse parce que ce serait soi-disant ingérable. C'est ce qu'elles ont fait quand même, les grandes entreprises, pas les petites. Dans l'affichage pour faire de la sous-traitance de missions qui pouvaient être externalisées, en l'occurrence, la production pure, brute, elle restait sur le territoire national pour plein de raisons. Donc l'argument de venir nous expliquer qu'on ne sert à rien, qu'on n'a rien apporté, nous les organisations syndicales, d'une manière générale, que la négociation interprofessionnelle, que la logique de gestion paritaire d'un certain nombre de régimes de solidarité collective n'ont servi à rien, c'est simplement nier l'histoire, c'est lier 120 ans. Mais il y a peut-être une nouvelle histoire avec des nouveaux modes de fonctionnement, un nouveau monde. Le nouveau monde. Vous appartenez au nouveau monde, Pascal Pauvageau. Mais on n'a pas attendu mai 2017 pour écrire le nouveau monde. Le nouveau monde entre 1945 et aujourd'hui, ne serait-ce qu'en matière d'évolution sociale, il n'a rien à voir. Et systématiquement, les organisations syndicales et la négociation collective, à tout niveau, dans l'entreprise, dans la branche ou au niveau national, elles ont montré qu'elles vivaient avec leur temps et qu'elles permettaient ces évolutions-là. Sauf qu'elles savent, elles, de quoi elles parlent. Sur la question de la méthode. Le risque de parler tout seul à des années-lumière de la Terre proche de Jupiter, c'est effectivement de lancer des grands concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité des femmes et des hommes au quotidien. Oui, mais c'est peut-être justement, c'est ce que veut Emmanuel Macron, en tout cas c'est son souhait, c'était de dire il veut des négociations au niveau des branches, au niveau des entreprises, et pas au niveau interprofessionnel. 600 accords d'entreprises chaque année en France, une vitalité là encore exceptionnelle, signée à plus de 90% par exemple par mon organisation syndicale, par Force ouvrière. Donc excusez-moi, mais en termes de vitalité, encore une fois, on n'a pas attendu Jupiter. Oui, mais si la situation sociale en France était aussi bien que vous la décrivez, on ne serait pas dans... Je n'ai pas dit que la situation sociale était bien en France. On voit bien on nous a monté des inégalités. Très bien, la réalité du chômage et ça change. Je dis que le système, aujourd'hui, quand il est correctement utilisé, mais que le système n'est pas cassé à coup d'attaque, à coup de budget, on nous parle de 30 milliards en moins de dépenses publiques d'ici la fin du quinquennat, on nous parle de mesures d'économie de façon systématique, on casse les statuts, on casse les cadres collectifs de façon régulière. Les statuts, pas que les statuts des cheminots. C'est la même chose à l'Assemblée nationale pour 1700 personnes et ce sera la même chose demain. Oui, mais est-ce que quand vous voyez le salaire moyen à l'Assemblée nationale, vous ne vous dites pas que c'est peut-être un peu logique qu'on remette en cause certains avantages acquis, non? Mais absolument pas. Au contraire, ces avantages acquis, comme vous dites, quand on les aligne par le haut, c'est justement ce qui permet de hisser, via la négociation collective, la sécurisation de celles et ceux qui produisent la richesse. Vous faites des économies alors, puisqu'il faut tout de même réduire notre dette, vous êtes d'accord? Moi, je propose par exemple qu'il y ait une évaluation sur les 110 milliards d'aides publiques accordées aux entreprises sans aucune...
140. Ouais. Bon, j'ai bien fait de venir, parce Ouais. qu'en l'occurrence, Enfin, ça dépend comment on calcule, ça a augmenté de 30 milliards. Ouais. Alors, 140 milliards annuels d'aide publique consentie aux entreprises, sans aucune évaluation ni compensation en matière de création d'entreprise. Alors, je vous fais la réponse, d'emploi. je vous fais la réponse Donc, de Pierre dans ces Gattaz, qui voilà. était assis le président du MEDEF, Il encore a un exercice. 5 millions d'emplois. Oui, enfin, ils ont créé des emplois, mais pas 1 million bon d'emplois. On est d'accord. Je suis On est intéressé d'accord. par les voir. Le taux de chômage, il a quand même un peu régressé. Pascal Pavageau, il dit, c'est simple, c'est parce que simplement, par rapport à nos homologues allemands, on paye encore à des impôts de production qui sont le triple ou le quadruple, j'ai plus le chiffre exact. Vous regardez la fiscalité, les 35 heures, c'est des compensations. À la limite, il faudrait supprimer les impôts de production, supprimer les 35 heures, et à ce moment-là, il n'y aurait plus d'aide aux entreprises. C'est ça son argument. Supprimons l'intégralité des droits. Vous savez, c'est les licenciements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Enfin, les licenciements, on les voit bien, les emplois, on les voit jamais. En l'occurrence, l'intervention publique, elle a un double intérêt. Elle a un intérêt, en l'occurrence, d'avoir une logique de solidarité et de redistribution à l'appareil productif, à l'appareil d'entreprise, de manière à ce que les entreprises, d'une manière générale, soient plus compétitives sur des secteurs qui sont en aléa à l'international, à l'export. Et en plus, elle permet d'imposer le maintien du cadre réglementaire et de l'égalité de droit et du cadre collectif pour celles et ceux qui y travaillent. Alors, ça, c'est le modèle français. Nous sommes une république. Mais il peut évoluer, le modèle français. On vit dans un monde, justement, avec un mais il évolue tous les jours. Il n'y a rien de commun. On a presque une révolution aussi importante que l'imprimerie. Donc, je veux dire, quelle révolution? La révolution digitale. Oui, la révolution digitale, elle date d'il y a à peu près 6 ans. Oui, elle est effectivement exponentielle. Mais on est entièrement d'accord. Le rapport Mettling l'avait montré à l'époque. Le rapport Terrasse fixait un certain nombre de préconisations. Nous avons fait, organisation syndicale depuis 2015 et Force ouvrière en particulier, un certain nombre de propositions, mais elles ont été entendues par qui? Elles sont prises en compte par le gouvernement. Aujourd'hui, on utilise effectivement cette révolution numérique comme un prétexte pour casser les cadres d'emploi et pour casser les cadres collectifs comme les statuts. Est-ce qu'il faut revenir réduire, puisque le gouvernement cherche à faire des économies? Effectivement, Bruno Le Maire a dit les aides aux entreprises, ça peut être un terrain, et notamment revenir sur le taux de TVA à un taux réduit. Est-ce que vous, donc essentiellement utilisé par les restaurateurs et le bâtiment, est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une source d'économie potentielle? De revenir sur les taux de TVA à taux réduit, il faut faire attention aux conséquences en matière de création d'emplois. Absolument, c'est ce que dit le bâtiment. Bien sûr, oui, mais les restaurateurs, ils avaient dit qu'ils allaient créer 40 000 emplois, ils ne les ont pas créés. Non, mais encore une fois, vous n'avez jamais entendu AFO, et vous n'entendrez pas AFO, le fait de dire que nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait des évaluations publiques sur des outils fiscaux, voire même sur des aides sociales, quelles qu'elles soient, et sur des aides publiques en général. Là, il y a eu des évaluations sur la restauration. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas créé les emplois qu'ils avaient dit qu'ils créaient. Dans ces cas-là, donc, on revient dessus. Qu'il y ait un débat sur le sujet de savoir qu'est-ce qui peut être fait, mais pas uniquement pour faire des économies, pour permettre à des filières de fonctionner et à créer de l'emploi. Parce que la question de faire des économies sur le dos des travailleurs, sur le dos des salariés, sur le dos de l'emploi, c'est stupide, c'est simplement aberrant, c'est vraiment stupide. Alors qu'il vaut mieux avoir un investissement, il vaut mieux avoir un investissement qui crée de l'emploi, parce qu'on sait très bien que la création d'emplois, elle crée de facto de la consommation via le salaire de ceux qui travaillent, et elle permet la relance de la croissance qui dépend à 70% dans notre société de la consommation. Pendant que nous parlons, Pascal Pavageau, il se passe quelque chose au MEDEF, en l'occurrence, c'est le vote du Conseil. C'est le vote qui est consultatif, mais du Conseil exécutif. Est-ce que pour vous c'est important l'élection du MEDEF en fonction, oui ou pas? Oui, le fait que qu'il y ait un président du MEDEF dans quelques semaines est effectivement important, ne serait-ce que parce que nous, à AFO, la première des choses que nous allons lui demander dès qu'il sera connu, dès qu'il sera élu, c'est l'agenda social. C'est que nous repartions dès le mois de septembre avec des négociations interprofessionnelles sur l'ensemble des organisations syndicales et patronales. On a proposé le télétravail, on a proposé des sujets de santé au travail, le retour à l'emploi des travailleurs handicapés. Bref, on a plein de propositions à avoir sur le fait que je pense que les interlocuteurs sociaux doivent retrouver la table de la négociation interprofessionnelle au niveau national sans attendre quoi que ce soit de la part du gouvernement. Si maintenant le gouvernement souhaite que nous ayons également des négociations sur des sujets d'ampleur qui intéressent la fin du paritarisme, par exemple. Je pense que le paritarisme ne doit pas s'apporter de
ne doit pas s'aborder dans cette logique-là, en plus d'une logique anxiogène et à nouveau idéologique. Nous, on a proposé par exemple que la question du paritarisme soit débattue dans un lieu neutre type France Stratégie ou autre, par un expert en lien avec les 8 organisations syndicales et patronales, de manière à dire qu'est-ce que c'est que le paritarisme aujourd'hui et qu'est-ce que sur certains sujets le tripartisme de demain pourrait être. On prenne le temps d'avoir cette gestion paritaire. Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat positif à l'ensemble de nos concitoyens? C'est effectivement un des sujets de campagne du MEDEF. L'idée est de dire, mais dès lors que l'État veut être de plus en plus interventionniste, tant qu'à faire, à la limite, qui gère l'assurance chômage? Mais c'est suicidaire et c'est se tirer une balle dans le pied. C'est totalement. Non, mais on comprend bien la petite musique de dire on veut plus payer de cotises, mais on veut tout transférer sur l'impôt. Et donc en gros, c'est une logique d'écarter les organisations syndicales en disant nous, patronat, on existera toujours parce qu'on gardera la cotisation. C'est le gouvernement qui veut ça, c'est Muriel Pénicaud. Oui, dans ce cas-là, le MEDEF pourrait avoir la lucidité, pour pas dire autre chose, de s'exprimer sur et de rappeler, comme le fait très bien le président de la CPME aujourd'hui, mais également de l'UDP, de dire que tout ce qu'a apporté le paritarisme, y compris à nos entreprises et à l'ensemble des salariés et à nos droits collectifs, et donc à la compétitivité de ce pays. Donc il faut faire attention, parce que si c'est une logique d'étatisation pour réduire tout de façon systématique, tout le monde y sera perdant, y compris les entreprises. Vous avez un candidat que vous redoutez plus particulièrement au sein du MEDEF ou Non, pas du tout. Moi, on travaillera avec le président du MEDEF qui sera celui qui aura remporté leur élection locale, bien évidemment. Mais en tous les cas, je lui ferai la demande de le rencontrer très rapidement et nous lui proposons, et j'espère que nous serons en capacité de le proposer par un courrier commun des 5 confédérations. En tous les cas, c'est le sens de mes échanges avec les autres secrétaires généraux et présidents des confédérations pour que nous puissions aller sur de la négociation interprofessionnelle très rapidement, et ce, dès le mois de septembre. Absolument. Juste 30 secondes. Pourquoi ça s'est si mal passé, la succession, le passage de témoin entre Jean-Claude Mailly et vous, Pascal Pauvageau? Il faut demander à Jean-Claude Mailly, parce que globalement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Vous savez, sortir d'un congrès confédéral, c'est quasiment historique, avec une résolution générale, une feuille de route qui est votée à plus de 99% par l'ensemble des délégués, ça n'arrive pas tous les jours, ça montre la cohérence et l'unité de la maison derrière une ligne qui est claire et qui est clairement affichée. Donc quand la ligne est claire et qu'elle respecte le mandat, tout va bien. Et c'est mieux que Laurent Berger qui lui n'était que juste en dessous de 95%, c'est des scores un peu à la soviétique. Non, mais c'est rassurant parce que ça montre à un moment donné que celles et ceux qui ont le premier mandat de leur organisation, nonobstant les échanges et les différences de points de vue en interne, les camarades leur font confiance pour porter la parole de leur organisation. Merci beaucoup. Pascal Pauvageau, donc première fois ici en tant que secrétaire général de Force ouvrière. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve bien sûr ce soir avec le rendez-vous du Cercle des économistes. À ce soir, bonne journée.